D'être présent ce soir pour le débat fédéral du Fonds de Noël. Et merci aux représentants des textes d'orientation d'avoir fait le déplacement. Pardon, parce que je dois être trop... Ça va être mieux. Nous avons donc ce soir un représentant pour chacun des textes d'orientation. Donc dans l'ordre tiré au sort au national, le texte d'orientation numéro 1, un progrès partagé pour faire gagner la gauche, premier signataire Luc Carvounas, représenté par Zakaria Zaidan. Le texte numéro 2, chers camarades, premier signataire Stéphane Le Foll, représenté par lui-même. C'est mieux. Le texte numéro 3, socialiste, le chemin de la Renaissance, premier signataire Olivier Faure, représenté par Valérie Rabault. Et le texte numéro 4, l'Union et l'espoir, premier signataire Emmanuel Morel, représenté par Laurent Bonnel. Je ne vais pas faire une longue introduction, juste vous présenter le mode d'organisation de la soirée de manière à respecter une égalité de temps de parole entre les 4 représentants des textes. D'abord, un propos introductif de chaque candidat de 10 minutes chacun. Ensuite, on entrera dans le vif du sujet avec le débat. On prendra des séries de 4 questions. Et par chaque série de 4 questions, chacun des représentants des textes répondra par 5 minutes à l'ensemble des 4 questions. On devrait avoir le temps de faire 3 séries de 4 questions. Et en conclusion, chacun des représentants pourra faire un propos conclusif de 3 minutes. Si personne ne voit d'objection à cette organisation, je vous propose qu'on commence tout de suite et on va commencer dans l'ordre de tirer au sort. Donc le texte d'orientation numéro 1, Zakaria Zaidan, pour 10 minutes. Bonjour, vous m'entendez? Je présente Zakaria Zaidan, je suis la personne le militant qui va vous présenter le texte de Luc Carvounas. Pas facile cet exercice du micro. Alors, je suis venu présenter aujourd'hui la motion de texte d'orientation qui tombe d'un élu de terrain. Quelqu'un qui a été maire, conseiller général, sénateur, qui a été élu député en juin 2017, dans une élection qui, comme pour tous ceux qui nous sont présentés, n'a pas été facile pour les socialistes que nous sommes, qui a été élu avec un slogan, qui n'était pas qu'un slogan de communication, qui n'était pas un slogan facile à porter, qui était le slogan « La gauche de combat ». Avec le point et la rose, fièrement affiché, sur un territoire où La République En Marche a présenté une jeune femme qui, sans même avoir jamais mis les pieds sur la ville d'Alfortville dont Luc était élu, le maire, où il était élu très largement à chaque élection, a réussi à le talonner de quelques centaines de voix. Qui en dit long sur l'état dans lequel nous nous sommes retrouvés en juin dernier, avec des candidats qui pouvaient très très facilement faire déstabiliser des territoires que, un peu facilement et un peu improprement, on appelle des bastions. Alfortville, c'est une ville qui est socialiste depuis quasiment sa création. Et là, d'un seul coup, on s'est rendu compte que, eh bien, on pouvait perdre des territoires qui étaient des territoires où nous expérimentons tous les jours du social, du vrai social. Le ticket modérateur à la cantine, ça veut dire quelque chose pour les familles. Ou envoyer des gamins faire des vacances, partir en vacances, ça veut dire quelque chose. Ou nous savons ce que c'est que le développement durable. Nous avons réaménagé sur un territoire dont il était le maire, un quartier qui s'appelle Chanterelle, 8000 habitants, 99% de logements sociaux il y a 10 ans, 50% de logements sociaux aujourd'hui. On a assuré une vraie mixité. C'est le territoire d'un élu local, d'un élu de terrain, d'un élu socialiste qui n'a jamais eu peur de brandir le point et la rose, qui s'est retrouvé d'un seul coup en difficulté. Je commence par ça parce que c'est important. Ça veut dire, et ça en dit long sur le défi qui va être posé, quel qu'il soit au prochain premier secrétaire.
il aura la responsabilité à la fois d'être le garant de ce que nous sommes et en même temps d'être sûr de se garantir, de se prémunir, d'essayer de mener encore des combats et de les gagner et dans des échéances extrêmement courtes qui arrivent très vite. Les européennes et les municipales, j'y reviens. Luc Carmona, c'est un élu de terrain, un élu engagé, un élu qui a grandi dans sa ville, qui est une ville populaire. Il a décidé avec ce texte d'orientation, le texte d'orientation qu'il présente, de ne pas essayer de recréer, de refonder, de réfléchir à nouveau une énième fois à ce qu'est la social-démocratie. Parce qu'il pense que nous pouvons le faire. C'est un exercice dans lequel on est assez bon. Et que ça ne suffira plus. Cette fois-ci, ça ne suffira plus. Solferino est rempli de textes qui prétendent réfléchir à la social-démocratie. Où cela nous a-t-il mené jusqu'à présent? Il faut garder en tête que nous avons une identité socialiste. Il ne faut pas la nier, elle est importante. Il faut relativiser les arguments de ceux qui veulent faire de l'identité socialiste et de la reconstruction de l'identité socialiste l'alpha et l'oméga de ce congrès. Pourquoi? Parce qu'il y a autant d'identités socialistes quasiment qu'il y a de socialistes. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'entendais comme vous, peut-être Jean-Yves Le Drian, qui racontait au micro de Bourdin qu'il était socialiste. Moi-même, j'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelle Manuel Valls, il peut vous dire encore aujourd'hui, et il peut être sincère, comme Le Drian, qu'il est socialiste. Mélenchon peut vous dire aujourd'hui, je suis socialiste. Alors, partir sur l'identité socialiste, ça ne nous apparaît pas être la pierre angulaire, parce que nous sommes tous socialistes. La question qui se pose réellement, ce n'est pas celle de notre identité, c'est celle de l'engagement. L'engagement que nous voulons mettre dans le débat qui s'ouvre. L'engagement que nous serons prêts à faire et à mettre en œuvre dans les années qui viennent pour pouvoir encore prétendre demain parler aux Français. Alors l'engagement, ça passe par des choses simples. Ça passe par la volonté, d'abord, de mener le combat. De mener le combat là où il doit être mené prioritairement, dans un premier temps, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Vous savez, moi j'ai ramené le discours de politique générale que j'ai là. Dans ce discours de politique générale, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve quasiment tout ce qui nous a fait hurler ces derniers temps à juste titre. On trouve la décision de séparer les migrants en bons migrants et mauvais migrants, migrants économiques et demandeurs d'asile. On trouve dans ce discours de politique générale la volonté de créer des filières, des prérequis pour les gamins qui vont à l'université. C'est écrit noir sur blanc et ça a été prononcé. On trouve la volonté de supprimer l'ISF. C'est écrit noir sur blanc et ça a été prononcé. Pour toutes ces raisons, Luc Carmona s'est pas abstenu. Il a refusé d'accorder sa confiance au gouvernement. Il ne l'a pas fait par posture, il ne l'a pas fait par tactique. Il l'a fait parce que 5 ans de quinquennat où tout n'est pas à jeter, sûrement pas. Mais 5 ans de ce quinquennat l'ont conduit à réfléchir un petit peu différemment, à se dire que si nous ne mettons pas un peu plus, franchement, de la gauche dans notre gauche de gouvernement, parce que dans gauche de gouvernement il y a gauche, alors nous risquerions de nouveau, de nous prendre les pieds dans le tapis et les Français ne comprendront pas. D'autant qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a préempté un espace dit social réformiste. À tort ou à raison. Et dans l'esprit des Français, c'est en ce moment le cas. C'est Macron. Moi, j'ai décidé de soutenir un candidat qui a décidé d'opérer un rassemblement large, mais un rassemblement sur une ligne claire. Certains candidats revendiquent la ligne claire, et c'est appréciable. Au moins, les choses sont claires quand on a une ligne claire. Et ce candidat n'a pas décidé de faire de l'identité, je le disais, l'alpha et l'oméga, parce que l'identité pour lui, c'est l'union de la gauche. C'est-à-dire que la question des alliances, elle n'arrive pas après qu'on se soit posé la question de notre identité. Elle se pose en même temps. Dans 1 an et demi, nous serons dans les européennes. Dans 2 ans, on sera dans les municipales. Est-ce qu'il faudra des conventions et des conventions et des conventions pour savoir avec qui nous allons nous allier? Si nous n'ouvrons pas tout de suite ce champ, si nous ne tendons pas la main, je ne dis pas qu'il faut le faire et se préoccuper uniquement des alliances, mais si nous ne le faisons pas, que risquons-nous? On risque d'élire un premier secrétaire qui n'aura peut-être pas dit avant ce qui sera fait après. Et ça sera très dangereux. Et il y a 2 candidats qui ont décidé, encore une fois, d'être sur un terrain, je dirais, plus identitaire. C'est un choix. Nous, c'est le choix de l'engagement. Nous ne sommes ni Macron BA, ni Mélenchon BA. Et nous ne comptons pas le devenir. Nous voulons faire un inventaire du dernier quinquennat. Il est important. Et ce quinquennat et cet inventaire, on n'a pas besoin de
beaucoup d'experts. On est tous experts. Moi, je me souviens de Ségolène Royal qui disait « Je veux des experts du quotidien, nous sommes des experts de notre propre quotidien. » Le pouvoir d'achat, nous savons où il est. Il est en berne. Pas besoin qu'on me montre un énième chiffre de l'INSEE pour savoir que le pouvoir d'achat des fonctionnaires, des enseignants, est en berne. Nous proposons des choses concrètes dans cette motion. Certains m'ont dit « C'est une motion catalogue, ta motion, t'as pas assez réfléchi. » Non, non, c'est pas une motion catalogue. C'est une motion qui nous permet dès demain de poser des choses sur la table. Je ne dis pas qu'il faut les appliquer, mais de les poser sur la table et de les changer entre nous. Et d'aller voir les Français. Sur le pouvoir d'achat, nous posons une règle simple. Commençons par poser la question des 100 milliards d'euros de niche fiscale qui existent dans notre Code général des impôts. 100 milliards d'euros de niche fiscale. Moi, j'ai été inspecteur des impôts. J'ai vu combien de fois un médecin chirurgien esthétique pouvait ramasser sur un Malraux, sur un monument historique, ce sont des mécanismes de défiscalisation, pouvait gagner 500 000 euros et de l'autre côté, ne déclarer que 100 000 euros de revenus. Parce que 400 000 euros étaient partis pour reconstruire tel ou tel logement qu'il allait d'ailleurs revendre très cher. Ça, ce sont des choses qui existent dans notre Code général des impôts. On n'est pas obligé de les conserver. Si nous rendons 10 milliards d'euros demain, 10 milliards d'euros, 5 millions de fonctionnaires de ce pays, nous rendons 2 000 euros de pouvoir d'achat par an à ces 5 millions de fonctionnaires. On n'est pas obligé de partir toujours de l'existant, on a le droit aussi de se poser la question de ce qu'il faudrait tout de suite changer. Donc nous avons décidé de faire une motion et un texte qui soit clair. Il repose sur 3 urgences. L'urgence climatique, l'urgence éducative, l'urgence démocratique. L'urgence climatique, vous la connaissez. L'urgence démocratique, c'est le fait qu'il y a une vraie crise de confiance dans nos représentants. Pas dans la démocratie, dans nos représentants. L'urgence éducative, c'est que nous devons commencer, nous le pensons, par retravailler la question des enseignants. Elle est extrêmement importante. Nous avons décidé de bâtir 4 piliers pour répondre à ces urgences. Les inégalités, la question de l'Europe, la question de la démocratie et la question du développement durable. Je vais faire rapidement. Sur les inégalités, nous pensons qu'il faut commencer par envisager véritablement la question des inégalités territoriales. J'y reviendrai, je suis sûr qu'on aura plein de questions là-dessus. Sur le développement durable, nous pensons que nous pouvons aller très très loin, y compris dans la création, peut-être demain, d'un vrai pôle sur les énergies et un vrai pôle universitaire sur le développement durable et les énergies renouvelables. Sur l'Europe, nous pensons qu'il va falloir commencer à mettre sérieusement la démocratie, et ce que Benoît Hamon a proposé dans sa campagne était très intéressant. Remettre de la démocratie dans la zone euro, c'est important parce que vous ne ferez rien sur les Paradise Papers, vous ne ferez rien sur les taux de fiscalité si vous n'avez pas de la démocratie au Parlement européen. Les États n'ont pas d'intérêt aujourd'hui, certains États en tout cas, à jouer le jeu. Et la règle de l'unanimité bloque tout. Et enfin, sur la démocratie, nous pensons que nous pouvons aller beaucoup plus loin sur la démocratie directe. Je reviendrai sur tout ça, je suis sûr qu'on aura l'occasion d'échanger avec ça, et le reste est dans notre motion. Je soutiens Luc Carbouna, c'est un homme de terrain, un homme engagé, et il sait quel rassemblement il veut, sur quelle ligne, claire. Je vous remercie. Merci d'avoir respecté le temps. La parole est à Stéphane Le Foll. Merci. Chers camarades, je voudrais d'abord vous dire que si j'ai choisi d'être candidat, c'est aussi parce que j'ai un engagement. Un engagement personnel, et depuis longtemps, puis un engagement pour tous. Le Parti socialiste a besoin, c'est vrai, d'engagement. La fidélité et la loyauté, sujet qui était souvent évoqué. Je le dis très tranquillement. Si c'est un problème, et ça peut l'être, parce qu'on a eu un quinquennat avec un échec, je conçois tout à fait que certains puissent considérer qu'à partir de ce moment-là, il faut tourner la page et ouvrir une nouvelle page. Faut-il que chacun ait bien en tête quelle est la page qu'on veut ouvrir. Voilà, la fidélité et la loyauté, elle est comme les militants ce soir. Rester au Parti socialiste, c'est être fidèle. Le soir des élections et des victoires, il y a beaucoup de monde. On ne compte les vrais militants que le soir des défaites. Celle où il faut se relever. Celle que nous avons connue est la plus terrible. Mais on en a connu d'autres. Et à chaque fois, c'est ceux qui sont restés qui ont permis au Parti socialiste de se redresser. C'est ça la fidélité, c'est ça la loyauté. On me l'a souvent reproché, par rapport à François Hollande, par rapport à ce que j'ai été au gouvernement. Moi, je considère au contraire qu'aujourd'hui, c'est une valeur sur laquelle il faut compter. Et si j'ai décidé d'être candidat, c'est parce que aussi, je le crois, d'avoir gouverné pendant 5 ans, d'avoir acquis une expérience, de m'être confronté à la réalité. Et en agriculture, vous le savez, cette réalité, quelquefois, elle vous revient à la figure. Et de manière très forte. Il faut rester solide. Il faut rester aussi avec des valeurs et des objectifs. Quand j'ai porté mon projet sur l'agroécologie, je n'ai pas été le demander à François Hollande, et je n'ai pas été le demander non plus à la FNSEA. J'ai continué.
j'ai appliqué ce que je pensais être juste. Et cette expérience de la responsabilité, cette expérience de gouvernement, qui donne aussi, avec le porte-parole là, une notoriété, on peut considérer que c'est justement ce qui fait le problème. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il vaut mieux aller voter sur d'autres motions et pour d'autres candidats. Si au contraire, on pense aujourd'hui, comme je le crois, qu'un certain nombre de nos concitoyens, quand on les rencontre sur le marché ou ailleurs, et qui viennent vous dire « Ah, bah dites donc, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est catastrophique. » Catastrophique parce que les retraités ont reçu leur feuille, avec l'augmentation de la CSG, alors qu'avant, on a donné 5 milliards à peu près aux 350 000 Français les plus riches. C'est pas simplement la question du discours de politique générale qui compte, c'est les conséquences des choix politiques. Et s'il y a une question fondamentale sur laquelle les socialistes doivent être tous d'accord, c'est la question de la lutte contre les inégalités. Et j'avais écrit un texte en 2016 sur la question des inégalités patrimoniales, celles qui se creusent et qui font que l'écart de revenus aujourd'hui entre les salariés de 1 à 40, celui de la richesse est de 1 à 140. Et les décisions fiscales qui ont été prises, alors qu'on avait maintenu et évité le creusement des inégalités pendant le quinquennat, vont continuer à creuser ces inégalités. Ça, c'est un point d'opposition fondamentale. C'est un point qui correspond à la fois à des valeurs. La social-démocratie, elle existe, parce que dans son histoire, de Jaurès en passant par Blum, par Mitterrand, par Jospin et aussi par François Hollande, on a eu comme mission d'éviter que les inégalités se creusent. Je suis aussi candidat parce que je considère que les grands défis auxquels on a à faire face, et ça a été rappelé sur l'écologie, sont aujourd'hui des défis certes nouveaux, mais fondamentaux plutôt pour les socialistes. Fondamentaux parce que dans la période que nous vivons, les Verts sont à l'état que vous connaissez, et que justement, il nous revient aujourd'hui de reprendre la question écologique. De la reprendre avec ce qui fonde nos valeurs, la capacité de changer les choses, pas simplement avec des grands objectifs qui ne se trouvent jamais réalisés, mais avec des objectifs qu'on réalise. Je crois que l'écologie politique aujourd'hui, elle a besoin d'un grand parti socialiste qui traite de cette question au fond et qui va jusqu'au bout de la logique écologique. C'est la grande question, et ça a été évoqué, des enjeux du service public, et aujourd'hui, ce qui est en train de se préparer, est clairement des attaques qui sont portées au service public. La question de l'éducation, on a un ministre de l'éducation qui est maintenant le vice-président. Et qu'est-ce qu'il a dit, ce ministre de l'éducation? Il a dit que l'école, c'était fait pour apprendre, compter, lire et se respecter. Et c'est devenu un grand ministre. Pendant ce temps-là, on est passé de 4 jours et demi à 4 jours. Qu'est-ce que nous dit le rapport de l'OCDE? Que la France, avec 4 jours, va avoir 144 jours de classe par an dans toute l'année. Que la moyenne des pays de l'OCDE aujourd'hui, c'est 180 jours de classe par an. Comment on peut comparer ensuite les résultats? On les compare. On perd, on recule. Et sur ce sujet, comme sur d'autres, la question du socialisme et du bilan sur les 4 jours et demi, elle devra être faite, mais défendue. Défendue. Et ça, je le pense profondément. La santé, vrai enjeu. Question qui est posée sur tous les territoires. Les maisons de santé, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les campagnes. Cette organisation nécessaire des territoires de santé, qui fait qu'aujourd'hui, il faut faire un constat. La médecine libérale telle qu'elle existe est terminée. Les médecins voudront travailler en étant groupés. Il faut qu'on soit capable de leur apporter des services. Ça va mériter des grands enjeux et des grandes discussions. La question de la République aussi. Quand je regarde et que je lis le journal du dimanche il y a une semaine, et que je m'aperçois que 44% des Français considèrent que la religion musulmane n'est pas intégrable dans la République. Il y en a 56 qui, heureusement, continuent d'y penser. Et 44%. Si on ne revient pas sur la question des valeurs de la République et de la laïcité, si on ne réaffirme pas ces valeurs, non pas simplement pour avoir des débats type Manuel Valls et Louis Plenel, mais des débats simples. La laïcité, ça a été la conjonction de la citoyenneté et de la liberté de conscience. C'est les deux à la fois. On est libre d'avoir une conscience spirituelle ou pas. On est libre en tant que citoyen de décider des lois qui s'appliquent et on doit les respecter. C'est ça les valeurs de la République, c'est ça les valeurs de la laïcité. Et à un moment où la religion, comme d'autres tendances politiques, cherche à jouer les identités et à opposer les gens les uns contre les autres, le socialisme et les socialistes doivent revendiquer cette belle histoire de la République
et de la laïcité. Voilà les sujets avec un autre sujet qui avait été évoqué par Benoît Hamon pendant la campagne. Très intéressant sur l'évolution de la société économique avec le numérique et le risque de disparition de nombreux emplois. Il en a tiré une conclusion, logique pour lui, qui était le revenu universel. Il n'y a plus de travail, donc on va le substituer avec un revenu universel. Moi je le dis, dans le futur congrès et dans ce congrès, la parole, elle est à vous. La question de la valeur travail, elle est à nous. Et si on la laisse, il ne faut pas penser s'adresser aux couches populaires. Moi, je l'ai vu dans ma circonscription populaire, de la 4e circonscription de la Sarthe. J'ai vu ce que ça donnait, le revenu universel. Pas chez les plus riches, non, chez ceux qui considèrent que le travail, c'est aussi accéder à la dignité. Donc pour moi, dans ce débat du Congrès, si on ne revient pas sur les grands enjeux de la social-démocratie, il faut de la clarté. Il faut qu'on sache où on veut aller ensemble. Ce n'est pas un problème simplement d'identité pour l'identité. C'est un problème d'être capable d'être entendu ensuite par les Français. On a subi pendant 5 ans des débats sans arrêt, qui ont continué tout le temps. La question qui vous est posée, est-ce qu'on s'arrête? On a une majorité solide, claire sur les objectifs qu'elle se fixe, claire sur les enjeux politiques, avec une ou des minorités qui se respectent, respecter la majorité, et la majorité respectant les minorités. C'est ça l'enjeu aussi du Congrès. C'est ça le besoin de clarification qu'on a besoin après ce qu'on a vécu. Pas pour nous, mais pour pouvoir être entendus par les électeurs qui nous ont quittés. C'est ça la question. C'est celle-là qui nous est posée. Et c'est vous, militants, à qui on a oublié de poser un certain nombre de questions depuis longtemps, qu'il revient aujourd'hui en toute liberté de choisir. C'est pas la peine d'aller chercher une explication chez ceux qui peuvent vous la donner toute faite. C'est au contraire à vous de décider. L'avenir de ce parti, il vous appartient. C'est pourquoi j'avais intitulé ma motion « Chers camarades ». Parce que je considère que, après les histoires que nous avons vécues, après le quinquennat que nous avons vécu, si on veut se relever, se redresser, on a non seulement besoin de temps, mais on n'a pas de temps à perdre. C'est pourquoi l'expérience qui est la mienne, la notoriété qui est la mienne, qui peut être critiquée, je vous l'ai dit. Si vous considérez que c'est un handicap, il ne faut pas voter pour moi. Mais si vous considérez au contraire que pour relever le Parti socialiste, on n'a pas de temps à perdre, et dès les élections européennes, il faut être capable d'être dans le débat public, dans le débat politique, à ce moment-là, comme je suis le signataire de la motion, je vais dire une chose, c'est voter pour la motion, chers camarades, et vous voterez en même temps pour Stéphane Le Foll. Un grand merci par avance. 10 minutes pile, bravo. La parole est à Valérie Rabault. Bonsoir à toutes et tous, chers camarades. Merci de nous accueillir ce soir et je suis très heureuse de retrouver un très grand nombre d'entre vous, parce que vous m'aviez accueilli au mois d'octobre dernier et nous avions abordé la question du contre-budget que notre groupe a présenté à l'Assemblée nationale. Alors ce congrès s'inscrit dans beaucoup de choses qui ne sont jamais dites. On a beaucoup dit le Parti socialiste est mort, le Parti socialiste ceci, le Parti socialiste cela. Mais mes chers camarades, si le Parti socialiste était mort, il n'y aurait pas eu 1000 contributions, je dis bien 1000 contributions, lors des ateliers de la refondation. 1000 contributions qui ont été envoyées au national. Alors je regrette qu'il n'y ait pas suffisamment eu de publicité autour de ces 1000 contributions. Mais ces 1000 contributions, quand on prend le temps de les lire, je ne vais pas vous mentir, je ne les ai pas toutes lues, mais j'en ai lu un certain nombre, on découvre qu'il y a on le redécouvre plutôt, qu'il y a une vraie richesse du Parti socialiste. Cette richesse, c'est vous, ce sont les militants. Et donc ce congrès est celui des militants. Pour ma part, j'ai décidé de soutenir Olivier Faure. Ça a été une discussion assez longue, puisque en 2015, je faisais partie avec quelques camarades de ceux qui ont écrit et qui ont mis au débat la motion La Fabrique.
Alors c'est une petite motion, nous avons fait 10%, ici c'était un peu plus. Mais cette motion était arrivée dans le débat parce que nous étions horrifiés, et je crois que le terme n'est pas trop fort, par ce qui existait au sein du Parti socialiste, entre d'un côté ce qu'on a appelé les frondeurs, et de l'autre côté, peut-être une démarche plus légitimiste au sein du gouvernement. Et nous voyons que cette absence de débat allait conduire à une catastrophe. Et cette catastrophe, nous l'avons eue. Nous l'avons eue en avril, au printemps dernier, avec un score qui n'avait jamais été atteint par le Parti socialiste. Si je vous dis ça, c'est parce que je pense qu'il est indispensable, et c'est ce que nous avons dit lorsque nous avons rencontré Olivier Faure en tant que la Fabrique, il est indispensable que les militants, les territoires, soient au cœur de la reconstruction, de la renaissance du Parti socialiste. Encore une fois, 1000 contributions ont été envoyées à l'occasion des ateliers de la refondation, et je regrette qu'il n'ait pas été plus pris en compte. Alors ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est de dire comment on change, comment parvient-on à faire en sorte que les militants soient entendus et que ce ne soit pas juste une promesse sans lendemain. Là-dessus, Olivier Faure a pris des engagements qui figurent dans le texte d'orientation qui vous est proposé ce soir. D'abord, pour faire en sorte que, voilà, on soit aussi le Parti socialiste du XXIe siècle, qu'il puisse y avoir, chaque fois que le Bureau national se réunit, que les fédérations, avec des moyens modernes qui existent, de vidéo, conférence call ou autres, puissent être présentes à ce Bureau national, qu'elles puissent donner leur avis. Ça, c'est indispensable. Deuxième point qu'il a mis, alors je parle un peu de méthode, mais je trouve que ça a son importance. Il y aura sur un certain nombre de décisions des tirages au sort de militants dans les différentes fédérations qui viendront porter la voix du terrain, qui diront non mais ça c'est incompréhensible, ça on peut pas, c'est pas ce qu'on entend sur les marchés. Il est là aussi indispensable que les militants, moi j'aime pas le mot militant de base parce qu'on est tous militants de base et je ne sais pas ce que c'est que la base ou pas la base, mais que des militants de terrain qui n'ont pas forcément de mandat soient consultés et donnent leur avis sur les questions. Troisième volet qui est très important, et c'est aussi ce qui nous a amené un certain nombre de premiers fédéraux à signer un manifeste des premiers fédéraux, qui est de dire il faut que les expériences qui existent sur les territoires, elles puissent être diffusées, elles puissent être partagées. Ce que vous faites ici à Rennes, ce qui peut être fait à Nantes, ce qui peut être fait dans la région Occitanie, qui sont des collectivités présidées par des socialistes, il faut que ça diffuse et qu'on puisse s'en saisir, le cas échéant, pour bâtir une politique nationale. Je vais prendre un exemple très concret. Le revenu universel nous a divisés, nous au sein du Parti socialiste. Nos électeurs ne l'ont pas forcément compris, c'est arrivé très tard dans le débat, et ça a créé de la confusion. Aujourd'hui, depuis novembre dernier, 12 départements, présidés par des socialistes, ont lancé une expérimentation pour essayer de définir, peut-être que ça ne marchera pas, mais c'est une expérimentation visant à dire ce que pourrait être le revenu universel s'il devait être mis en place. Ça c'est la bonne démarche. Alors en juillet 2018, les conclusions seront présentées avec des arbitrages qui sont rendus, mais ça montre que sur les territoires, il y a à la fois de la réflexion, de se dire comment pense-t-on la société de demain, comment peut-on mettre en œuvre des propositions de manière concrète, pas des choses qui sont sorties du chapeau, qui ne sont pas digérées, qui ne sont pas travaillées, mais des propositions qui ont véritablement une réalité ancrée sur le terrain. Cette expérimentation-là, qui porte sur le revenu universel, elle peut être dupliquée sur beaucoup de sujets. Et c'est ça qui permettra, en tout cas nous l'espérons, d'irriguer le Parti socialiste. Quatrième point que je voulais aborder avec vous, je sais que c'est aussi un point qui n'a pas forcément fait la une de l'actualité, d'autres choses les ont faites. Le Parti socialiste à l'Assemblée nationale a été le premier groupe pour le nombre d'amendements votés. Alors je ne vais pas vous mentir ici, on n'a pas réussi à faire en sorte que la suppression de l'ISF ne se fasse pas, on n'a pas réussi à faire en sorte que la baisse des APL ne se fasse pas, mais on a réussi, par le travail qui a été fourni par le Parti socialiste, par le contre-budget, à faire passer
c'est pas le grand soir, je ne vais pas vous mentir, mais à faire passer des propositions, notamment, je pense aux zones de revitalisation rurale. Alors ici, on est à Rennes, ça ne vous concerne pas trop, mais il y a bien sûr des communes qui en profiteront, à faire quelques petites avancées. Ce qui montre que, évidemment, ça va prendre du temps. On ne va pas non plus se mentir ici entre nous, ça va prendre du temps, mais que nous avons cette capacité à proposer, et parfois, c'est un peu comme au rugby, à transformer l'essai, ou en tout cas à faire en sorte que ces propositions soient votées, y compris par des majorités qui ne sont pas la nôtre, et en tout cas par toute la gauche de l'Assemblée nationale. Ce sont des petits exemples qui montrent que ces pierres pour la reconstruction du Parti socialiste sont bien présentes, et que, bien entendu, ces fondations doivent être renforcées. Alors pour les renforcer, il y a cette méthode qui est proposée dans la motion d'Olivier Faure, je l'ai dit, associer les fédérations dès le bureau national, tirage au sort d'un certain nombre de militants sur des sujets sur lesquels ils s'exprimeront en tant que militants par rapport à ce qu'ils entendent sur le terrain. Et puis un point qui est très important, c'est sur les grands sujets qui ont pu nous diviser par le passé, faire un vote par sujet. On a été habitués au Parti socialiste à voter des grands textes. Alors là, ils ont été votés à 50 000 signes, mais parfois ils ont été beaucoup plus longs. Peut-être ne l'illusion ou pas toujours. Mais enfin, toujours est-il que les militants ont été appelés à voter sur ces textes. Ce qui est proposé par Olivier Faure, c'est de dire sur chacun des sujets, il faut qu'il puisse y avoir un vote. Un vote qui soit respecté, avec une majorité qui soit respectée. C'est-à-dire que, prenons tout à l'heure encore à nouveau l'exemple du revenu universel, il faudra qu'il y ait un vote des militants en connaissance de cause. Et bien entendu, si ce sujet il sera forcément remis sur la table, il pourra s'appuyer sur l'expérimentation qui a été lancée. 3 sujets, à nos yeux, sont essentiels et reposent sur une boussole qui est l'égalité. Et là-dessus, nous nous rejoignons bien entendu avec toute motion, parce que nous sommes tous socialistes, et que cette question de l'égalité, elle est au cœur de notre engagement, surtout aujourd'hui, où on voit que les inégalités vont progresser de manière phénoménale. Premier sujet, c'est l'Europe. Alors l'Europe, là aussi, on a été divisé entre socialistes, sans doute depuis le vote de 2005, mais sur l'Europe, et nous avons d'ores et déjà engagé des contacts, il faut qu'on arrête de faire des textes franco-français. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'on promet des choses aux militants qui ne se réalisent pas. Nous, notre méthode, la méthode qui est proposée dans cette motion, c'est de dire voilà ce qu'on a négocié avec les Allemands, avec les Italiens, avec les Espagnols, voilà ce qu'on vous propose. Qui soit dans une démarche social-démocrate, mais qui soit quelque chose de concret et qui ne soit pas une promesse sans lendemain. Sur la laïcité, là aussi, nous souhaitons que les valeurs de la République, Stéphane a rappelé tout à l'heure un sondage extrêmement angoissant, je crois, que les valeurs de la République puissent être réaffirmées dans leur déclinaison concrète. Nous ne souhaitons pas, comme d'autres motions, qu'il puisse y avoir une réouverture sur la loi de 1905, mais nous souhaitons que ce principe-là de la laïcité soit réaffirmé de manière extrêmement concrète. Et enfin, dernier point sur la politique économique. Il y a des chantiers importants qui s'ouvrent, que ce soit sur l'évolution du travail, sur cette économie numérique. Là aussi, le Parti socialiste doit être novateur. Des propositions, nous en avions discuté lorsque nous nous étions vus au mois d'octobre. Il y en a, il faudra qu'elles soient tranchées sur la valeur du travail, sur la valeur également de ce qu'est la fiscalité, la manière dont on capte ces bases fiscales et dont on ne se laisse pas déposséder par des multinationales qui décideraient de faire la loi à notre place. Merci. La parole est à Laurent Goubel. Merci. Mes chers camarades, en entrant tout à l'heure dans cette salle, je me suis souvenu du débat auquel j'avais participé il y a 3 ans, dans le contexte du congrès de Poitiers, ici même, et je me suis souvenu de nos interventions, celles des gens qui étaient à la tribune, et puis celles des camarades qui étaient dans la salle, je pense notamment à Marcel Rougemont. Et finalement, je me suis dit que ceux qui, comme moi à l'époque, avaient souhaité mettre en garde le parti contre ce que je ressentais comme une certaine forme d'errement et inviter à une inflexion, pourraient, au regard de ce qui s'est passé, avoir le sentiment qu'ils avaient eu raison, mais je suis conscient aussi que ceux qui, à l'époque, nous avaient invités à faire attention aux conséquences de nos divisions peuvent aussi avoir, rétrospectivement, le sentiment d'avoir eu raison.
De sorte que la première chose que j'ai envie de dire pour entrer dans le débat ce soir, c'est que notre sujet n'est pas de refaire le match de 2015. Notre sujet aujourd'hui, en 2018, c'est de partir de la situation d'où nous sommes. C'est de faire preuve d'abord de lucidité. Ça n'a pas été, à mon sens, encore assez dit ce soir, et moi je souhaite entrer dans la discussion en le rappelant. Nous vivons, nous, les socialistes français, une situation totalement inédite au regard de notre histoire. Je dirais depuis, finalement, la reconstruction du parti d'Épinay dans les années 70, puisque nous ne sommes ni le parti au pouvoir, ça nous est déjà arrivé, mais ni non plus le parti d'opposition. Jusqu'à présent, le principal parti d'opposition. Jusqu'à présent, dans notre histoire, lorsque nous perdions le pouvoir, ça nous est arrivé plus d'une reprise, après 81, assez rapidement, le regard se tournait de nouveau vers nous, et dans le fond, le premier ou le deuxième congrès que nous étions amenés à faire dans la période d'opposition était déjà, aux yeux des Français, un congrès dans lequel nous allions désigner celui ou celle qui pourrait peut-être demain être le futur président de la République, et les débats politiques que nous avions étaient des débats autour de la politique qui pourrait demain être celle du pays. Ce n'est pas la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est ce qui fait de ce congrès un congrès totalement inédit dans notre histoire. Mais en ce début d'année 2018, si nous devons faire preuve de cette lucidité, en tout cas moi je le crois, nous devons aussi faire preuve de combativité et dire que rien n'est perdu pour le Parti socialiste français. Rien n'est perdu d'abord parce que les Français ont été victimes d'une mystification au printemps dernier. Prendre des gens de droite, des gens de gauche, les réunir dans un gouvernement, casser le Parti socialiste, casser l'UMP, pour faire finalement la politique que faisait déjà la droite, et malheureusement parfois un peu la gauche, ce n'est pas apporter un changement à la situation du pays. C'est, dans le fond, tromper les Français sur la réalité du changement que l'on opère. Et moi je crois que l'idéologie du macronisme, c'est-à-dire l'hyper-individualisme, le libéralisme, dans le fond, ce qu'on pourrait appeler l'idéologie du brebis de Cordée, ne correspond pas aux aspirations profondes du pays, et qu'à un moment ou un autre, cette contradiction surgira. Rien n'est perdu aussi parce que émerge dans toute une série de la société, dans la jeunesse, dans tout un ensemble de secteurs, des mobilisations nouvelles qui, dans le fond, s'adressent à nous, dont nous avons vocation, les camarades les ont évoqués, l'écologie, la lutte contre la spéculation, dont nous avons vocation à être à un moment ou à un autre le débouché. Rien n'est perdu, surtout parce que le besoin d'une gauche réaliste, mais de gauche, disait Jospin, c'est cette dialectique dans les années 90, la gauche réaliste mais de gauche, le besoin d'une gauche ni gauchiste ni libérale finalement. Ce besoin-là n'a pas disparu de la vie politique française parce qu'un duel entre Mélenchon et Macron s'est installé. Ce besoin-là, il ressurgira. Il est fondamental, il est substantiel à notre vie politique et nous avons vocation à l'incarner à nouveau à un moment ou à un autre. Alors, loin de céder à la démoralisation, loin de donner raison à celles et ceux qui prédisent ou qui proclament à longueur de médias la disparition du Parti socialiste, nous devons nous utiliser ce congrès pour ranimer la flamme et pour dire, nous qui avons eu d'une certaine manière, et sur ce point je rejoins les propos de Stéphane, le courage de rester, car il n'y a pas de courage à quitter le Parti socialiste. Nous qui avons eu le courage de rester, nous devons nous saisir de ce congrès pour essayer de dire aux Français, d'abord au peuple de gauche, mais au-delà à l'ensemble des Français, que les socialistes sont toujours là et qu'ils entendent et qu'ils prétendent pouvoir incarner demain de nouveau quelque chose dans la vie politique française. Tout cela, nous pourrons le faire à condition, bien sûr, de faire notre part de travail. Rien ne sera mécanique. Nous devons d'abord profiter de ce congrès pour réaffirmer notre identité. Alors, j'entends ce que tu disais tout à l'heure, Gary. Il ne s'agit en effet pas de se lancer dans des longs débats théoriques sur la nature de la social-démocratie à la française. Je pense que ce serait un luxe dans la situation où nous sommes. Mais simplement affirmer que nous croyons encore à une voie socialiste distincte du social-libéralisme. Ce n'est pas une évidence au regard de la perte de repères qui a saisi notre électorat ces dernières années. Et moi, si je soutiens Emmanuel Morel dans cette campagne interne, c'est parce que je pense que l'élection d'Emmanuel Morel serait le signe le plus clair que nous pourrions envoyer au peuple de gauche que les militants socialistes ont choisi de renouer avec leurs valeurs fondamentales. Nous devons aussi en assumer toutes les conséquences stratégiques
en termes de positionnement par rapport au macronisme. Nous sommes dans l'opposition, résolument dans l'opposition. Une opposition sans adjectif, une opposition sans hésitation. Et j'entendais aussi ce qui était dit tout à l'heure sur la question du vote de confiance. C'est une question importante. Bon, je pense là aussi que si Emmanuel Morel était demain notre premier secrétaire, il n'y aurait pas d'ambiguïté dans l'esprit de notre électorat sur le fait que les socialistes sont dans l'opposition et le resteront jusqu'au bout du quinquennat, quelles que soient les évolutions à venir. Faire notre part du travail aussi, chers camarades, c'est profiter de ce congrès pour commencer à tirer les leçons de nos expériences et tirer ensemble, collectivement, sans nous renvoyer les uns et les autres la responsabilité des échecs, mais essayer de comprendre ce qui nous est arrivé. La première leçon que nous devons tirer, enfin la première question que nous devons nous poser, c'est pourquoi tant d'électeurs nous ont quittés, pas simplement en 2017, mais depuis des décennies. Pourquoi avons-nous cessé d'être, si tant est que nous n'ayons jamais été d'ailleurs, mais enfin, à un moment donné, c'était plus le cas qu'aujourd'hui, le parti des ouvriers et des employés. Au premier tour de l'élection présidentielle de 1988, je crois que François Mitterrand avait réuni 35 ou 36% du vote, même plus que ça, 50% du vote des ouvriers et des employés. Aujourd'hui, ce sont des couches sociales qui nous ont largement abandonnés, et les succès électoraux que nous avons continué de connaître dans les années 2000-2010, c'était de plus en plus des succès marqués par l'inégalité géographique. Beaucoup dans les métropoles, beaucoup dans les couches moyennes urbaines, et de moins en moins de votants pour nous dans les territoires en voie de désindustrialisation ou en proie aux difficultés. Et ça, c'est une question de logiciel, c'est une question de projet, c'est une question de programme. Moi, ça fait des années, par exemple, que je pense que nous avons abandonné la question du pouvoir d'achat. Alors, nous l'avons abandonné parfois pour de bonnes raisons, parce qu'on pensait, c'était déjà le cas sous Lionel, qu'il fallait accorder la priorité au chômage, aux chômeurs. Mais ça nous a conduit à négliger le salariat, à négliger ces millions de gens qui attendent de la gauche, lorsqu'elle gouverne, une amélioration de leur situation personnelle. Pareil sur la question des services publics, nous aurions dû porter cette question de façon centrale, mais les logiques budgétaires dans lesquelles nous avons accepté de nous mettre par inhibition idéologique devant le libéralisme, la problématique des 3%, des déficits, toutes ces obsessions que nous avons fait d'autres, nous ont conduit nous aussi à des politiques de rationalisation et de raréfaction des services publics sur les territoires qui ont détourné de nous dans énormément d'endroits des électeurs populaires, des électeurs des classes moyennes qui auraient dû rester fidèles au Parti socialiste. Et puis tirer toutes les leçons de nos expériences, c'est enfin se demander, chers camarades, pourquoi lorsque nous gouvernons, ce n'est pas nous qui gouvernons. C'est quand même le problème central. Le problème central, c'est pourquoi lorsque nous gouvernons, le poids de la technostructure d'État, le poids des lobbies économiques, le poids des milieux d'affaires est si important à la définition de notre propre politique. Moi, le problème que j'ai par rapport au dernier quinquennat, je le redis, c'est pas de dire vous avez eu tort, vous avez eu raison les uns les autres, c'est de comprendre pourquoi le Parti socialiste a été à ce point absent de la discussion et des décisions politiques qui ont été prises. Chers camarades, souvenez-vous qu'au congrès de Poitiers, la motion arrivait en tête, la motion majoritaire, demander une inflexion de la politique gouvernementale. Que s'est-il passé ensuite au bureau national du Parti socialiste en juillet 2015 lorsqu'il s'agit de transformer cette orientation en décision concrète du Parti socialiste? Nous avons voté un texte qui demandait au gouvernement une inflexion de sa politique budgétaire. C'était à la fin de l'année 2015, il était encore temps de faire un tournant. C'était encore possible de rectifier, d'infléchir et d'arriver à l'élection présidentielle dans une situation de rassemblement de la gauche. Mais qu'a dit à l'époque le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, et je ne le mets pas en cause lui personnellement, parce qu'il ne faisait que traduire un sentiment général qui existait. Il nous a dit, le parti propose, le gouvernement dispose. Eh bien, ne cherchez pas plus loin l'échec du quinquennat. Il est là. Et une des questions que nous devrons nous poser collectivement, si nous voulons revenir au pouvoir un jour et réussir une expérience de pouvoir, je le crois profondément, c'est que devient le Parti socialiste quand nous gouvernons. Et comment pouvons-nous faire en sorte, lorsque nous gouvernons, et il peut arriver quand nous gouvernons que nous devions changer les politiques qui étaient prévues à l'avance, comment faisons-nous en sorte que ces choix soient des choix démocratiques, soient des choix collectifs, et non pas le fait du prince qui s'impose ensuite à un Parti socialiste qui regarde le train arriver en pleine figure sans pouvoir rien faire sur ce qui se passe pour lui, et pour ses militants, et pour ses électeurs.
Voilà, je crois, un ensemble de questions que je souhaite pour ma part que ce congrès permette d'appréhender, d'aborder pour nous remettre dans un chemin d'espérance et de réussite politique à moyen terme. On peut discuter, je trouve d'ailleurs ce qui est dit par les uns les autres dans l'émotion est intéressant globalement. On peut essayer de réfléchir à des mesures, à des réformes statutaires, à des réformes du fonctionnement qui puissent nous permettre d'associer de façon sincère, pas pipeau, quoi, réelle, les territoires, les militants, beaucoup plus qu'on l'a fait dans le passé. Il y a des outils, je pense par exemple au référendum militant. J'ai aussi le souvenir, j'évoquais Lionel Jospin tout à l'heure, une bonne période dans l'histoire du parti, la période 95-96, où on faisait des conventions qui avaient un impact réel sur la ligne politique du parti et qui ensuite a eu un impact réel sur les réformes qu'on a fait dans le pays. Donc il y a des pratiques qu'on peut améliorer. Mais moi, ma réponse à cette question est d'abord une réponse en termes de culture, d'état d'esprit. Il faut que le Parti socialiste se convainque qu'il a le droit d'exister, même lorsque nous gouvernons. C'est la question centrale. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes un appareil, et ce que je dis là au niveau national, on pourrait le dire parfois aussi au niveau municipal, c'est une question qui peut se poser aussi à des niveaux locaux. Est-ce que nous sommes, les sections socialistes, les militants socialistes, un appareil destiné à produire des candidats, à les amener au pouvoir, et une fois qu'ils sont au pouvoir, on accepte cette coupure institutionnelle créée par les institutions, qui fait que les militants, les camarades qui ont porté d'autres camarades au pouvoir, ne voient plus de ballon d'une certaine manière, n'ont plus la voix au chapitre, à part être invités à faire bloc, à être dans la discipline, tout ça c'est très sympathique, mais n'ont plus la voix au chapitre sur l'orientation et l'évolution de cette orientation, ou est-ce que nous essayons de fabriquer une nouvelle culture, pas facile, je le reconnais, et dans laquelle on continue à avoir des débats vivants et à prendre des décisions un peu collectives lorsque nous gouvernons, c'est-à-dire à avoir des débats sur l'orientation qui est en train de se développer dans notre mairie, au niveau du pouvoir, etc. Ça, c'est une question centrale et c'est une question de culture. Vous savez, le grand sociologue allemand Max Weber avait dit au début du XXe siècle à propos de la social-démocratie allemande, qui n'était pas encore arrivée au pouvoir dans les municipalités, il avait eu cette prophétie que je trouve remarquable, il avait dit « On verra qu'à long terme, le problème, ce n'est pas que le parti conquiert le pouvoir, c'est que le pouvoir conquiert le parti. » Et tout est là. Ou bien nous sommes capables de rester un parti politique de débat lorsque nous gouvernons, ou bien le fait institutionnel s'impose à nous et écrase notre réalité politique. Et c'est, pour moi, nous avons 2-3 ans sur lesquels nous devons vraiment réfléchir à ça. Alors, sur l'éducation, la question est trop vaste. Moi, je ne vais pas faire un long développement sur l'éducation aujourd'hui. Il est évident, je rejoins ce qui a été dit par Stéphane Le Foll, qu'il y a une mystification autour du personnage de M. Blanquer. On fait croire que finalement, revenir à lire, apprendre, compter, qui était déjà le discours de Jean-Pierre Chevènement dans les années 80, c'est une révolution fondamentale de l'éducation. Non, le vrai sujet qu'on n'a pas réussi, même si nous on a fait plutôt des efforts, c'est la bonne partie du bilan, de mon point de vue, c'est la résorption des inégalités sociales devant la réussite scolaire. C'est ça le sujet central, c'est un sujet complexe et qui reste un chantier énorme pour notre pays. Bon, voilà, la question européenne, on peut aussi avoir un long échange. Moi, je pense que les socialistes, en fait, sont assez d'accord entre eux sur les objectifs. Tout le monde veut une Europe plus politique, plus sociale, plus protectrice, qui fasse de la politique industrielle, qui ne soit pas simplement dans l'application mécanique des règles budgétaires issues des traités. Bon, le problème, c'est que comment on fait pour se donner les moyens, lorsque nous arrivons au pouvoir, pour rectifier le cours de la construction européenne. Et ça, c'est une question sur laquelle on lutte depuis 15-20 ans. Bon. À la fois parce qu'on ne croit pas assez à notre pouvoir de négociation. Moi, un des reproches que je fais à François Hollande sur le quinquennat précédent, c'est que j'ai eu le sentiment qu'il n'a pas réellement négocié au moment où c'était possible, au tout début du quinquennat, en 2002, au moment où sur la lancée de l'élection présidentielle française, de la légitimité que ça lui donnait, il aurait pu assumer un peu plus un bras de fer avec Angela Merkel, mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Précisément parce que la technostructure, tous ces gens qui gouvernent quand nous gouvernons, expliquent que ce n'est pas possible de le faire. Et on dissuade le président de la République, il n'avait peut-être pas par ailleurs une volonté énorme de le faire. Bon. Et ça, c'est un sujet pour nous.
Est-ce que nous sommes capables, lorsque nous gouvernons, d'assumer des bras de fer avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous en Europe, de rechercher des alliés? Bon. Même chose au niveau des partis, c'est un débat que nous pourrons avoir au moment des élections européennes. Dernière question pour aller vite. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont voté Macron et qui restent au PS? Et on pourrait dire évidemment de ceux qui ont rejoint le mouvement de Benoît Hamon et qui restent au PS, parce que parallélisme difforme, il faut être honnête, c'est un vrai problème. Et moi je suis tout à fait défavorable à la double appartenance. Je pense qu'on ne peut pas être, quand les gens sont concurrents dans des élections, on ne peut pas être à la fois chez les uns et chez les autres. Donc, ce sont des sujets qui mériteraient une clarification. Alors bien sûr, dans l'état où nous sommes, on n'est pas forcément les mieux armés aujourd'hui pour organiser des grandes purges. Voilà, je pense que c'est peut-être pas la meilleure manière de procéder, mais en tout état de cause, sur le plan des principes, on ne peut pas admettre des doubles appartenances dès lors que ce sont des doubles appartenances à des organisations qui se présentent de façon concurrente aux élections. Être dans un club à côté du PS, c'est pas un problème, mais être dans deux partis à la fois, c'est un problème qui brouille totalement la lisibilité démocratique. Merci. Donc ça fait 6 minutes, on va mettre 6 minutes pour tout le monde. Valérie Rabault. Alors, sur la vie du parti, concrètement, comment on fait pour que ça ne reste pas lettre morte? Alors, j'ai donné plusieurs exemples tout à l'heure, je ne sais pas si t'ont convaincu ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, premier engagement, c'est de publier les 1000 contributions qui ont été reçues. Alors, on va me dire, ça ne fait pas une ligne politique, mais je pense que c'est le respect minimum qu'on doit aux militants. Deuxième sujet, que je mentionnais tout à l'heure, c'est le tirage au sort, sincèrement. Alors ça, on définira combien sur l'ensemble, si bien sûr on obtient la majorité, mais de définir sur des textes un tirage au sort des militants dans les fédérations. Moi, je pense que c'est hyper important. Je suis première fédérale de ma fédération depuis 2012. Sincèrement, je fais partie de ceux qui ont envoyé des motions parfois au national. On n'a pas eu d'accusé de réception, on ne sait pas ce que c'est devenu. Je pense que tous ceux qui ont eu des responsabilités fédérales ont rencontré la même chose, donc ça, c'est pas possible. Troisième sujet, associer les territoires. Donc ça, il y a même un conseil des territoires qui est proposé, qui vise à ce qu'on se parle entre nous. Et pas uniquement dans les instances représentatives des régions, des départements, des je ne sais quoi. C'est-à-dire l'initiative qui a été prise par les 12 départements sur cette expérimentation du revenu de base, elle a émané juste des personnalités qui président ces départements. Ça rentre dans aucune case, mais pour autant, c'est ultra fondateur de ce qu'on peut faire en termes d'association des territoires et pas que tout parte de Paris ou d'un entre-soi qui déciderait pour tout le monde. Ça, c'est du concret, du très très concret. En dernier point, toujours sur cette question-là, c'est ouvrir les bureaux nationaux. C'est-à-dire que les bureaux nationaux, ça ne peut pas être que le mardi soir, avec des personnes qui peuvent venir à Paris, parce que c'est quand même ça. Donc ça veut dire que vous prenez votre après-midi, ou il faut que vous ayez un employeur qui vous laisse partir l'après-midi pour assister au bureau national. Résultat des courses, il n'y a que les franciliens, ou presque, qui y participent. Franchement, aujourd'hui, on a la capacité, ce que font beaucoup d'organisations, peut-être que vous le faites même au sein du conseil régional, en faisant des vidéoconférence call, qui permettent, je ne dis pas qu'il faille le faire tout le temps, parce que le contact, quand on se voit, c'est quand même aussi important, mais n'empêche qu'on peut le faire. Et là, il y a la voix des territoires qui est entendue. Donc ça, c'est du très, très concret. Sur l'international, alors moi, je rejoins parfaitement ta question, enfin, je rejoins parfaitement ton point de vue. Il y a deux blocs qui sont en train de se constituer, Poutine d'un côté et Trump de l'autre. Et nous, on est au milieu. Et c'est le moment où on devra avoir une force extraordinaire face à quand même deux personnages qui peuvent devenir dangereux, en tout cas qui sont imprévisibles, dans des directions différentes, mais qui sont quand même qui posent des questions. Et l'Europe est politiquement absente, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une force suffisante aujourd'hui. Alors comment fait-on? C'est une vraie question. Je pense qu'avant de s'engager dans les responsabilités évidemment on va chercher à regagner, il faut négocier avec les responsables politiques des partis frères. On ne peut pas arriver
au pouvoir en n'ayant rien négocié avant. Ça peut se faire avec le SPD, ça peut se faire avec le Partido Democrático, ça peut se faire avec le PSOE espagnol, ça peut se faire avec les Portugais, le Parti socialiste portugais, ça se fait aussi, bien entendu, avec le SPD, que j'ai cité tout à l'heure. Tout ça, il y a des négociations que nous avons les uns et les autres commencé à initier, qui peuvent se faire. Et ne pas arriver avec une proposition franco-française. Alors je sais que c'est peut-être très abstrait et c'est pas forcément suffisamment concret, mais c'est une méthode qu'il faut absolument mettre en place si on veut pouvoir jouer un rapport de force. Je rejoins un peu ce qui a été dit tout à l'heure par Laurent Baumel. Je regrette que dans les organisations internationales, on soit un peu plus allant. On sait faire du rapport de force en France et on le fait moins quand on est sur la scène internationale. Mais il y a des sujets sur lesquels, avec les Européens, on peut avancer. Bon, là, l'Europe et tout le monde attend de savoir si les militants du SPD vont, oui ou non, valider la grande coalition. Et c'est bien les militants du SPD qui ont le pouvoir. C'est quand même une grande leçon de démocratie aussi pour nous, qui vont décider si oui ou non cette grande coalition voit jour. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un peu, tout le monde retient son souffle pour savoir ce qui va se passer. Enfin, sur l'éducation. Je pense comme toi que c'est le sujet qui peut tous nous rassembler. Surtout que, Stéphane l'a dit, tout le monde l'a dit, quand on voit que Blanquer est la star du gouvernement avec quand même des choses ahurissantes, qui est quand même la suppression des maths en première et terminale du tronc obligatoire, personne ne le dit, enfin c'est quand même ahurissant. Ahurissant. Donc sur cette question-là, je pense qu'on n'a pas mis assez en avant notre bilan. Faire en sorte qu'on revienne à 4 jours et demi. Peut-être qu'il y a eu des conditions qui n'étaient pas forcément pour certains, mais 4 jours et demi. C'est revenir dans le standard de donner sa chance, de faire en sorte que les gamins ne soient pas laissés le matin, le mercredi matin, à l'abandon, et qu'ils aillent à l'école. Ça, c'est un point extrêmement important. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans le département, s'il y a un retour aux 4 jours pour certains ou pas. Moi, je suis d'une circonscription, sur 63 communes, il n'y en a que 2 qui vont passer à 4 jours. Parce qu'on voit la valeur et la portée de cette semaine des 4 jours et demi pour les enfants. Donc, je vais conclure là-dessus, j'ai passé mon temps. Donc, je vais arrêter là, mais oui, ce sujet peut nous rassembler. Merci. La parole est à Stéphane Lechbol. Oui, je vais essayer de 6 minutes, hein, c'est ça. Voilà, 6 minutes. Premièrement, le parti. Il y a une chose qui a été oubliée dans ce que disait Laurent, c'est qu'entre les décisions du parti et la présidentielle, il y a eu des primaires. Et donc la primaire de 2011, en particulier sur la question budgétaire, la réduction du déficit, s'il y en a un qui avait dit qu'il allait réduire les déficits, c'était Hollande. 3,5 millions de personnes se sont déplacées, il y a eu un vote. Alors c'était pas celui du parti. C'est celui de la primaire. Donc la question première à poser, c'est qu'est-ce qu'on fait pour désigner? Et je vous le dis aujourd'hui, ceux qui voudront y aller, j'en souhaite du courage parce que c'est 2022. Quelle est la question sur les primaires pour qu'on ne dessaisisse pas le parti des grandes décisions, en particulier de la présidentielle? C'est quand même ça. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faudra de toute façon un processus de désignation. Il faut l'ouvrir. Mais on ne peut pas l'ouvrir comme on l'a ouvert. Les primaires, moi je connais des militants, j'en connais un en particulier, il était génial, hein, il a été voté à la primaire des Verts pour éliminer Duflot. Il a été voté dans la Sarthe à la primaire de droite pour éliminer Sarkozy, donc il a voté Fillon. Il est allé à la primaire de gauche, la nôtre, pour éliminer Manuel Valls, et il a fini par voter Macron. J'ai dit, écoute, là franchement, t'as un parcours parfait. Donc la question, elle nous est posée, comment on fait? Donc moi j'ai des propositions, j'en ai fait, il faut qu'on change ça. Deuxième point, les territoires. Qu'est-ce qui va faire que les militants des territoires prennent en charge une partie du destin d'un territoire? Des débats territoriaux. C'est pas la peine de penser que c'est en remontant tout au bureau national qu'on va régler le problème. Les systèmes numériques nouveaux qui existent nous permettent d'organiser des débats à l'échelle métropolitaine, les grandes questions qui sont posées, à l'échelle intercommunale, avec des regroupements de sections, à l'échelle régionale, quand les grands débats vont arriver. Et ça peut permettre d'avoir des débats ouverts d'ailleurs aux sympathisants, avec des militants qui à la fin tranchent eux-mêmes le débat. Il ne faut pas chercher à vouloir une organisation qui ne serait plus trop pyramidale, plus décentralisée, tout en disant il faut que ça remonte au niveau national. Pourquoi ça remonterait? Et ça, c'est des propositions que je fais,
mais qui sont au cœur de ce qu'on peut trouver comme méthode pour associer beaucoup plus les militants des territoires. Les fédérations ont une place. Moi, ce que je regrette vraiment, au-delà de la vente du siège de Solferino, sur lequel moi, bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est que la péréquation pour les fédérations ont été diminuée. Que ça sert d'avoir un centre avec un siège important si les fédérations, qui sont aujourd'hui les seules structures qui tiennent partout dans le territoire, n'ont plus les moyens de fonctionner. Donc là, il y a un sujet qu'il va falloir travailler, redonner aux fédérations des capacités de pouvoir exister. Ça, c'est pour le parti. Sur la question internationale, très intéressant. C'est au moment où la mondialisation et la globalisation du monde s'est le plus approfondie que l'internationalisme a disparu. Jaurès et les socialistes du début du siècle, du XXe, étaient des internationalistes. Moi, je me souviens d'un congrès international socialiste à Paris en 1999. Schroeder, Blair, le président argentin, Antonio Gutiérrez, qui est devenu maintenant secrétaire général de l'ONU, Yasser Arafat, Ehud Barak. Qu'est devenu l'international socialiste? Qu'est devenu l'internationalisme? Disparu. Comment on traite la question du réchauffement climatique? Parce qu'on est capable de porter politiquement un projet qui n'est pas simplement national, voire européen, mais qui est international. Dans le débat sur nationalisme, populisme, internationalisme, la question de l'internationalisme, mes chers camarades, elle est au cœur du débat de ce congrès. Il faut réinvestir l'internationalisme. Ça nécessite des contacts, ça nécessite un réinvestissement, ça nécessite une réorganisation. Mais on a besoin de forces politiques partout dans la planète pour pouvoir réussir et faire en sorte que les grands défis qui sont devant nous, la lutte contre le réchauffement climatique, les grandes questions migratoires, les guerres, les rapports des empires, si vous dites Trump et Poutine, n'oubliez pas Erdogan et la Turquie, c'est-à-dire l'empire de retour. On est, et c'est à nos portes tout ça. Plus Iran, Irak, Arabie Saoudite. C'est la Méditerranée. C'est aussi des vieilles histoires. Plus les grandes questions sur l'Afrique, et en particulier subsahélienne, avec ce qui se passe aujourd'hui avec le terrorisme. C'est aussi une dimension internationale qu'il faut redécouvrir pour pouvoir peser et agir. Donc moi, l'internationalisme, pour répondre à ta question, et j'avais dit un jour, à la différence de Mélenchon, quand on est internationaliste, on est de gauche, et c'est parce qu'on est internationaliste qu'on est européen. Et si on doit discuter de la politique européenne, on ne peut plus discuter de savoir si on reste ou pas. Et le rapport de force à l'arrivée de François Hollande au gouvernement, je m'en souviens, hein, j'aurais voulu que ça aille peut-être un peu plus loin, mais on n'était pas dans une position de force. Hein. Déficit budgétaire plus de 5%, une Merkel qui n'était pas dans la situation d'aujourd'hui, qui était toute puissante, et un président français qui arrivait avec un certain nombre de choses, une élection, mais pas tous les atouts qu'on peut avoir aujourd'hui d'ailleurs, économiquement, politiquement, pour pouvoir renégocier fortement. Il faut quand même aussi rappeler les contextes. On a l'impression qu'on est dans des débats qui sont complètement formalisés en interne. Mais attends, quand tu te retrouves devant la réalité, hein, quand j'étais ministre de l'Agriculture, je l'ai dit tout à l'heure, vous vous retrouvez devant la FNSEA, elle vient jamais au congrès du PS à la FNSEA. Mais quand vous arrivez aux responsabilités, vous la retrouvez là. Et j'entends, ça rigole, parce que vous savez très bien que c'est pas facile. Quand vous avez 10 blocages, des rues, des machins, des tout ça, ah, on dit, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes contre le monde agricole? J'ai suivi ça, moi. Donc il faut aussi tenir compte de la réalité. Et on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas, les responsabilités. Tout le monde, dans les responsabilités locales, a cette obligation. L'éducation, je l'ai dit. Alors là, je pense qu'il y a un vrai sujet qui doit nous rassembler. On n'a pas fait, c'est vrai, l'évaluation à la défense du bilan. Évidemment, on nous rentre et on détricote tout ce qu'on a fait sans même une évaluation sur les 4 jours et demi. Je suis d'accord pour dire qu'il y avait sûrement des choses à revoir. Mais plus on va réduire le nombre de jours de classe, moins on aura la capacité à créer de la mobilité sociale au sein de l'éducation nationale. Ça, c'est un principe certain, c'est sûr. Et quand j'ai entendu Blanquer nous faire et nous vendre, vous savez, des doublements des classes dans les REP+, et en même temps supprimer les 4 jours et demi, c'est complètement contradictoire. Parce qu'il a utilisé les profs en plus, parce qu'avait mis Payon en place, vous savez, plus de maîtres que de classes. Il a récupéré pour dédoubler les classes en REP+, 2500 classes, et puis pendant ce temps-là, tous ces postes qui ont été créés pour le dédoublement, là on les a plus, et vous avez qu'à regarder, j'imagine, en Ille-et-Vilaine comme ailleurs, le nombre de fermetures de classes qui sont en train d'être annoncées. La quadrature du cercle est bouclée. Ça, c'est pas possible. Et ça, l'éducation, ça reste une valeur socialiste. Et puis, par rapport au double appartenance, il faut parler comme ça, on ne va pas régler les comptes du passé, et la double appartenance pour demain, c'est pas possible.
ne peut pas être dans un parti qui présente un des candidats et dans un autre en même temps. Que ça soit du côté de La République En Marche, que ça soit du côté de Génération ou d'autres. Il faut que ça soit clair. Alors on ne va pas faire les purges, on ne va pas aller courir derrière tous ceux et dis donc toi, monte ton ticket, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit pendant toute cette période où c'était un peu bizarre. Non, mais on doit fixer comme principe le fait qu'il ne peut pas y avoir de double appartenance. Ça c'est sûr et ça c'est certain. Et c'est pour ça qu'il faut qu'un parti soit aussi dirigé. Il faut être capable d'appliquer des règles et de les faire respecter pour tout le monde. Parce que si vous commencez à faire des détails pour les uns et puis des concessions pour les autres, ça ne marche pas. Tout le monde pareil. Tout le monde à la même enseigne. Merci. Alors, je vais commencer par l'éducation. Je suis d'accord, on ne peut pas traiter le sujet comme ça. Nos profs sont mal payés. Moi, j'ai une mère prof. Elle me dit toujours, en 81, quand Mitterrand arrive au pouvoir, on a 1000 francs de plus. On a 1000 francs de plus. Elle s'en souvient encore aujourd'hui. Elle n'a jamais été très politisée, mais elle s'en souvient. Pour elle, c'est son sujet. Elle a eu d'un seul coup le sentiment, et pourtant les profs de l'époque n'étaient pas aussi mal valorisés qu'ils le sont aujourd'hui, mais elle a eu le sentiment d'un seul coup que, voilà, il y avait un président de la République qui avait pensé aux profs. Et c'était important. Sans profs qui se sentent valorisés, qui se sentent bien, qui ont l'impression que ce qu'ils font est utile, alors il n'y aura pas d'éducation possible. C'est pas la famille qui prendra le relais. Certainement pas dans les zones difficiles. Certainement pas dans les familles qui ont des difficultés. Ça, c'est pas vrai. La deuxième chose, c'est que sur l'éducation, moi, je peux assister, comme je vous disais, je suis le représentant d'un candidat qui est un maire. Les REP+, Alfortville, ville située à peine au-dessus de la médiane des salaires, il n'y a pas de REP+. C'est vous dire où on trouve des REP+. Ça, d'ailleurs, c'est pas la faute tant de Macron. C'est notre organisation de la carte scolaire, quand on l'a refondue. Donc, il n'y a pas beaucoup de REP+. Résultat des courses, les gens qui ont le droit d'avoir aujourd'hui 2 enseignants pour une classe de CP, vous n'en trouverez pas tant que ça autour de vous. Moi, j'ai du mal à en trouver. Par contre, ceux qui vont vous dire que leur classe ferme, vous allez en trouver beaucoup. 150 classes dans le Val-de-Marne, d'où je viens. 150 classes qui ferment. Le Val-de-Marne. Posez-vous, regardez ce que c'est le Val-de-Marne. Hein. Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder. C'est pas là que vous irez passer vos vacances. Et pourtant, 150 classes ferment dans ces territoires-là parce qu'il faut financer la promesse non financée d'Emmanuel Macron. Il a fait un joli coup, il faut être clair. Il a touché des gens dans ce fantasme qu'on a d'un enseignement idéal. Mais en fait, ce n'est pas la réalité, ça ne correspond à rien. Et je ne parle même pas des moyens mis en œuvre techniques, d'investissement qu'il faut mettre en place pour avoir des classes dédoublées de CP. C'est ingérable. Sur la question de l'international, je viendrai au parti après. Moi, je suis d'accord avec Stéphane, il a raison, il le dit souvent, le socialisme est un internationalisme. Il y a 2 autres internationalismes. Il y a le capitalisme, le libéralisme, très puissant, qui défie les peuples, défie les nations. C'est Google qui décide de ne pas payer ses impôts en France, s'il le veut, parce que le droit lui permet aujourd'hui de dire « j'ai pas d'établissement stable, allez vous faire foutre ». Voilà ce qu'ils nous disent. « J'ai pas d'établissement stable, allez vous faire foutre ». Alors là, vous allez voir, c'est quoi un établissement stable? Ça répond à 36 considérations juridiques. D'ici à ce que vous puissiez mettre en œuvre le critère, l'établissement stable, vous le trouverez toujours pour le petit artisan. Lui, on va vite trouver qu'il y a l'établissement stable. Par contre, Google, vous n'y arriverez pas parce que c'est du service, c'est de l'immatériel. La réalité de notre monde, c'est qu'il est devenu dématérialisé. Il n'y a plus rien dans un bilan aujourd'hui d'une société, il n'y a plus rien. Il n'y a que ce que les actionnaires veulent bien mettre dedans, veulent bien valoriser. Les parts sociales, le capital, les actions, c'est ça qui pèse aujourd'hui. Le reste, ça ne pèse plus. Avant, on avait des meubles, on avait un immeuble. Aujourd'hui, tout ça, c'est loué. Ça ne pèse plus, donc les sociétés peuvent faire ce qu'elles veulent. Il faut l'avoir en tête. Il y a l'autre internationalisme, c'est l'islamisme. Je peux le dire d'autant plus simplement, je vous le dis que je suis de cette religion, donc j'ai pas de souci avec ça. L'islamisme, qui est aussi presque une forme de socialisme. D'ailleurs, on ne l'appréhende jamais comme ça. C'est-à-dire que ça parle aussi à des gamins aujourd'hui dans les quartiers, parce que ça parle d'égalité. Et parce que les gens qui recrutent dans les quartiers ne recrutent pas sur « viens avec moi, je vais te mettre une djellaba, je vais te mettre un voile », ça marche pas comme ça, c'est pas le truc le plus séduisant. On leur dit « viens avec moi ». Parce que moi, j'ai les réponses aux questions que tu te poses au quotidien. Pourquoi tu es dégradé? Pourquoi tu es en 2e volet? Pourquoi il y a un 2 poids 2 vitesses? Mais tout ça, le Coran y répond, mon ami, viens. Et en plus, tu trouveras chez ton frère syrien, chez ton frère iranien, chez ton frère ici, tu trouveras le même que toi. C'est le discours que le socialisme portait sur l'ouvrier. Il y a quelques années en disant, c'est pas les nations qui comptent, c'est le fait que vous êtes tous d'une condition. Aujourd'hui, l'islamisme parle comme ça aux gens. Et il faut l'intégrer dans notre réflexion, on n'a pas à s'intégrer. Quand Manuel dit, et disait, excuser, c'est déjà comprendre, c'est déjà excuser. C'est une faute. C'est une faute. D'ailleurs, Luc a pris ses distances avec Manuel. À ce moment-là,
Non, comprendre, c'est pas excuser. Le socialiste, il doit comprendre. Il doit comprendre qu'il y a aussi des causes sociales. Il faut y répondre. Elles ne sont pas uniques, elles existent. Sur l'international en général, j'ai la chance, je vous donne une petite anecdote, d'être ami avec quelqu'un qui a 80 ans et qui a été pendant 30 ans le compagnon de route du gouverneur de Californie, Jerry Brown. Ça a été son principal conseiller, il s'appelle Jacques Barzagli. Il me dit l'autre jour, vous les Français, vous êtes mignons, mais il a vécu en Californie 30 ans. Il me dit, mais le vrai problème, c'est quoi? C'est que la nuit, les Californiens se couchent, et le lendemain, ça peut être boum. Ils ne sont même pas sûrs d'être encore pareillés de la carte. C'est une réalité à laquelle nous ne pensons même plus. Qui parle aujourd'hui de la dénucléarisation? Qui pose la question des armes nucléaires? On parle du nucléaire tout le temps, nous les socialistes, sur la question la question civile. Mais la question militaire, on doit la reposer. C'est un enjeu essentiel. Parce qu'aujourd'hui, la Corée du Nord devient extrêmement dangereuse. Et nous n'avons pas de réponse claire là-dessus, et il faut en avoir. Ça passera par l'Europe. Sur le parti, comment on associe les militants, j'ai envie de te dire aussi comment on leur donne envie. On donne plus de plaisir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va pousser un militant à venir un jeudi soir, alors qu'il y a un match de foot, alors qu'il peut rester avec sa femme et ses enfants, alors qu'il peut faire autre chose? Qu'est-ce qui va lui donner envie un jeudi soir de venir s'engager pour venir échanger? Le débat, oui. Bien sûr. Le sentiment d'être entendu, oui. Mais la vérité, c'est que nous n'avons pas donné beaucoup de plaisir. Mélenchon donne du plaisir. Mélenchon donne du plaisir. Il faut le laisser, ça. Quand il est dans une tribune, les gens le regardent. Moi, j'ai vu beaucoup de copains socialistes qui me disent « Je ne voterai pas pour Mélenchon, mais je suis allé à son meeting. » Même Macron, d'une certaine manière, a donné quelque chose. Nous n'avons pas été en capacité de le faire. Intégrons ça aussi dans notre réflexion. Maintenant, sur comment les associer. Il y a 3 choses. Il y a le vote, 4. La désignation, la participation, les fédérations. Le vote, ça veut dire qu'on doit pouvoir donner aux socialistes la possibilité de choisir qui va aller à la députation. Ça veut dire qu'il ne faut plus de parachutage quand ils n'ont pas été décidés. Il y a des candidats ici qui ont des parcours géographiques. Parcours géographique. Un jour, je suis en Île-de-France, et puis le lendemain, je suis député européen, mais sur une autre région. Je ne dis pas que c'est mal, parce que je pense que le parachutage est important. Ça permet de redéployer des cadres, des bons. Il y a des bons, il faut les choisir, il faut les envoyer. Mais attention, il faut que nos militants aient leur mot à dire. La deuxième chose, c'est la désignation. La désignation, ça veut dire que... Pardon, c'est la même chose. Excusez-moi. La participation. Il faut que nous participions plus. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une capacité à faire remonter nos projets et nos idées. Comment on peut le faire? Déjà très simple. L'articulation entre le parti et l'Assemblée nationale. Le parti et le groupe. Moi, j'étais au séminaire au Mans, j'ai accompagné Luc. Je suis sorti de ce séminaire, j'ai dit à Luc, quoi qu'il arrive, le prochain premier secrétaire aura un sujet avec le groupe. Parce que le groupe, je vous le dis, et je le dis devant 2 députés du groupe, c'est un peu autonomisé d'une certaine manière, au sens où les individualités dans le groupe pensent aujourd'hui, et c'est le propos que j'ai entendu, que s'ils ont été élus, c'est pas grâce au parti pour certains. Attention à ça. Attention à ça. Quand le parti dit il ne faut pas voter la loi de sécurité intérieure, la loi terrorisme, il y a des gens au groupe qui votent. Quand le parti dit attention sur la déclaration PRG, la DPG, la déclaration de politique générale, certains votent. Attention à ça. Nous, ce que nous proposons clairement, c'est que dorénavant, le groupe soit obligé, dans ses niches parlementaires, une fois par an, d'intégrer une proposition qui vienne directement des militants du parti. C'est important. Enfin, sur les fédérations, qu'est-ce qu'on propose aux adhérents? Je l'ai dit. Sur un débat télévisé. Le débat télévisé n'a pas d'intérêt en tant que tel, à mon sens. Le débat télévisé n'a d'intérêt que s'il permet d'être un peu ambitieux pour notre parti. Moi, ceux qui disent attention, le débat, et ça vient même de la route de Solferino, attention, pas le débat, ne lavons pas notre linge sale en famille, qu'est-ce que ça va... Mais comment le débat télévisé est important si on veut au moins donner un peu d'ambition? Si nous commençons à me dire que nous avons même peur de parler devant les Français, d'exprimer, non pas des mécontentements, non pas des conflits, mais des débats, c'est quand même le jeu entre nous. On ne dit pas tous la même chose, même si on est d'accord sur 90%, c'est les 10% qui feront l'écart. C'est pas qu'une question d'hommes, ou de personnes, ou d'ego. Donc ces 10%-là, ils doivent être débattus, il faut le faire devant les Français, car un parti qui a peur de débattre devant les Français ne mérite pas de revenir au pouvoir. Et je terminerai une dernière chose. Laurent a évoqué à plusieurs reprises la question c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est au gouvernement. Nous avons clairement écrit dans cette motion, dans cette présentation, qu'il y a un sujet sur cette notion de parti de gouvernement, cette notion de gauche de gouvernement. Le parti de gouvernement, le problème c'est quand il arrive au pouvoir, il t'arrête aux portes et le parti n'existe plus. La seule façon de faire exister le parti demain, c'est de le réintellectualiser, de le réengager et de tenir ce qu'on se disait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le parti prend une position, il faut que le groupe qui est son fer de lance, qui n'est pas totalement dépendant, mais qui est son fer de lance, eh bien la suive.
C'est important. Je propose que, comme la question sur le débat télévisé a été un peu escamotée parce que j'ai fait respecter le temps, on puisse prendre 10 minutes pour que ceux qui ne se sont pas exprimés donnent. Moi, sur ce débat, je suis ouvert à ce que ce débat ait lieu. Je pense à peu près la même chose. Il ne faut pas qu'on ait peur de débattre. Il faut que ça soit maîtrisé quand même. Ça ne peut pas être non plus un débat primaire. On ne va pas recommencer. Ce n'est pas une présidentielle. C'est pour un premier secrétaire, puisqu'il n'y a pas de candidat deux. Mais voilà. Après, les conditions, il y a 3 propositions qui sont sur la table maintenant. Il faut qu'on puisse discuter et les voir. Alors, ça serait plutôt du côté du 7 mars, mercredi soir, puisque le 6, c'est le match retour PSG Real, donc on veut éviter. Parce que là, la compétition est difficile quand même, je le dis. Oui, alors sur le débat, bon, Olivier Faure a donné son accord, il a d'ailleurs écrit dans la salle militant. Donc, moi, à ma connaissance, en tout cas de son côté, il y a un accord, il y a un débat. Évidemment, quand on passe à la télé, qu'on s'affiche, on a la responsabilité de porter l'image du Parti Socialiste. Et donc, voilà, de donner aussi un peu envie sur nos propositions, sur ce qu'on a envie de porter. Et bien sûr, ça c'est évidemment plus de la responsabilité des candidats qui se retrouveront derrière le petit écran. Enfin, devant, enfin, dans le petit écran. Derrière les caméras. De toute façon, ne fatiguez pas, le commentaire sera négatif. Voilà. Que ça se passe très bien, c'est-à-dire que tout le monde, finalement, voilà, un débat respectueux comme on en a ce soir, et les journalistes diront c'est fait chier, combat de nains, aucun intérêt, tout ça, et s'ils se combattent, ce sera le PS dans l'état où il est, et encore des divisions, c'est insupportable. De toute façon, dans la période actuelle, je pense qu'on ne peut pas espérer un commentaire positif sur le Parti Socialiste, il faut s'y habituer. Mais ce débat peut être utile pour les militants. Voilà, parce que dans le fond, ça vient de la télé, et qui n'auront pas tous la chance d'avoir vu les candidats en chair et en os débattre. Et donc ce débat peut être utile pour que des militants se fassent une opinion un peu plus étayée. Donc moi je le vois comme ça, je ne le vois pas comme un grand moment qui permettra la reconstruction de l'amour des Français pour le Parti Socialiste, parce que les conditions médiatiques de production d'un tel débat sont de toute façon biaisées. Merci. Dans l'ordre inverse, c'est-à-dire en commençant par le Manuel, 3 minutes de conclusion et on va essayer de se tenir aux 3 minutes. Merci. Bon, alors j'enchaîne très vite. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une situation absolument inédite qui fait que ce congrès, comme à bien des égards, un congrès de survie pour le Parti Socialiste. Je crois qu'il faut se dire les choses assez clairement, parce que autant la gauche, je le disais, la gauche réformiste, la gauche ni gauchiste ni libérale, existera toujours sous des formes ou des autres, sous une forme ou une autre dans notre pays à moyen et long terme, autant le Parti Socialiste, avec son histoire, son organisation, ses générations aujourd'hui présentes, peut disparaître en tant que parti s'il n'est pas capable dans les semaines, les mois, les années qui viennent, de trouver les conditions de son rebond. Ça nous impose aux uns et aux autres de faire des efforts, de ne pas vivre sur nos habitudes. Je veux dire qu'il faut qu'on sorte des trucs habituels. J'étais rocardien, donc je suis forcément dans la majorité du parti. J'étais popréniste, donc je suis forcément dans la minorité du parti. Je pense que tout cela non mais on a le droit d'être popréniste et d'être dans la minorité, et on a le droit d'être rocardien dans la majorité, mais je pense que nous devons raisonner autrement. Nous devons sortir de notre rond, de nos habitudes, et d'une certaine manière, hisser notre réflexion à la hauteur de cet enjeu de survie tout à fait inédit qui nous est posé. Moi, je suis favorable, à l'issue de ce congrès, à une synthèse générale. Je suis favorable à une unité des socialistes autour d'un programme de travail, et qui embrasse, et qui appréhende, qui aborde les questions que nous nous sommes posées ce soir, celle du rapport au pouvoir, celle de l'identité socialiste, celle de l'éducation, celle de l'Europe, etc. Ce que nous devons faire en préalable dans ce congrès, c'est dans le fond déterminer un ordre d'arrivée entre les motions et les candidats sous-jacents pour organiser cette synthèse de façon la plus claire et la plus cohérente possible, la plus vertébrée possible. Et donc moi je termine là-dessus pour ne pas aller au-delà des 3 minutes. Je vous propose de voter pour Emmanuel Morel, non pas parce que les autres candidats sont mauvais, ce sont tous des camarades, mais parce que je pense, je l'ai dit tout à l'heure, que si Emmanuel Morel devenait premier secrétaire du Parti Socialiste à l'issue de ce congrès,
le signal qui serait envoyé à beaucoup de Français, des Français de gauche, des gens qui ont un peu perdu l'espoir en nous, c'est que d'une certaine manière, le Parti socialiste commence sa reconstruction en décidant de renouer avec ses valeurs fondamentales. Et je pense que c'est quand même ce que nous avons de mieux à faire pour redémarrer ce travail de reconstruction. Je vous remercie. Merci. Valérie Rabault. Merci beaucoup, merci pour les questions. Ce débat qui montre qu'il y a des idées, de ce côté-là de la salle, de ce côté-là aussi, et qui montre que ce qu'il nous faut, c'est être capable de nous reparler, d'avancer ensemble, de faire en sorte que, quel que soit ce que nous ayons fait, nos courants, ce que nous avons fait pendant les derniers mois où ça tanguait un peu dans les élections, on a la capacité de se retrouver. Et ça, c'est très important. Ce n'était pas forcément gagné, complètement gagné, mais cette capacité-là, elle existe. Alors, c'est pour ça que Olivier Faure a mis un certain nombre de propositions, de méthodes très concrètes, de dire comment on arrive à opérer ce rassemblement, comment on s'ouvre aussi sur l'extérieur, ça on le dit à chaque congrès, je le sais, j'ai entendu à plusieurs congrès, mais la capacité à irriguer notre réflexion avec des syndicats, avec des intellectuels, elle est essentielle, mais elle doit aussi se conjuguer avec le fait que le militant doit avoir des droits. On a entendu parler de la primaire tout à l'heure, il doit avoir des droits qui sont reconnus parce que sa voix, son endurance, sa capacité à rester, même que quand on est parfois au creux de la vague, elle doit être reconnue. Alors ça, c'est cette phase-là qui s'ouvre, qui est assez, qui est un pari sur l'avenir que nous prenons tous ensemble. Mais je pense que si on se fixe des règles, si on a cette capacité à refaire travailler, à reprendre le pouls des fédérations et à faire en sorte qu'elles puissent décider et que ne soit pas uniquement l'entre-soi parisien, on peut y arriver. On peut y arriver parce qu'on voit aujourd'hui les premières mesures de ce gouvernement. Et donc, il faut qu'on ait la capacité de mettre en face des propositions, mais encore une fois, très concrètes, pas dans un langage techno, en parlant sujet vers complément, qu'on puisse se dire, tiens, voilà ce que pensent les socialistes, voilà ce qu'ils disent, c'est clair, on peut avancer avec eux. Puis je voudrais juste reprendre une citation d'une personnalité que j'aime beaucoup, qui s'appelle Olympe de Gouges, tout simplement, parce que aussi je suis de la patrie d'Olympe de Gouges. Elle n'était pas forcément socialiste, mais elle a quand même inventé les prémices de l'impôt sur le revenu. Elle disait, quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est dans votre pouvoir de les franchir. Donc je pense que c'est ce pouvoir-là que nous militants, que vous militants, vous avez. Mes chers camarades, on arrive au terme de ce débat qui est celui de ce congrès. Je vous l'ai dit, on a besoin de parler entre nous. On a besoin de changer une partie de ce qui a été notre fonctionnement. On a surtout besoin de pouvoir faire. On a besoin aussi d'un parti qui soit dirigé. On a besoin d'un parti qui soit entendu par les Français. Parce que dans ce débat, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à la fois changer ce que nous sommes, faire évoluer ce parti, renouveler ce parti. Mais on ne pourra le faire que si on est entendu par les Français. Et c'est ça le sens de ma candidature. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette expérience, elle peut être critiquée. Je l'accepte. Cette histoire que j'ai eue avec François Hollande, ça peut être une critique. Je l'accepte. La question qui est posée, et c'est à vous qu'elle est posée, c'est dans ce contexte aujourd'hui, quand des électeurs sont partis chez Emmanuel Macron dès le premier tour, ou sont partis chez Jean-Luc Mélenchon aussi dès le premier tour. Comment fait-on pour récupérer et faire revenir ces électeurs? Il faut aussi, en même temps qu'on se transforme, en même temps qu'on évolue, exister dans le débat public et dans le débat politique. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça le sens de ma candidature. Et je l'ai dit en introduction, je l'ai dit avec le titre de la motion, c'est aux militants, c'est à vous, en toute liberté. Laissez-vous le temps, écoutez, faites votre choix en fonction de l'intérêt du Parti socialiste. C'est la seule et le seul message que je voulais faire passer ce soir. Et je vous remercie à la fois de l'écoute, de votre présence, et ce que vous êtes ce soir, c'est aussi la fierté d'une histoire
Et c'est surtout avec cette fierté et cette histoire qu'on sera capable, tous ensemble, de préparer l'avenir. Merci. Mes chers camarades, ce soir, je vous disais tout à l'heure, il faut qu'on redonne du plaisir. Moi, ce soir, très sincèrement, la qualité des échanges qu'on a eus avec vous et avec les uns et les autres, j'ai pris du plaisir. Et j'espère que vous en avez pris aussi. La question que vous devez vous poser, c'est quand vous allez rentrer chez vous, ce soir il est un peu tard, mais demain, quand vous échangerez avec des amis, parfois d'anciens socialistes, parfois des socialistes qui vous ont dit « je ne viendrai pas voter », qu'est-ce que vous allez leur dire? Est-ce que ce soir, vous avez eu le sentiment que quelque chose a changé, que quelque chose peut changer? Il y a des interventions qui vont vous laisser penser que des choses ont changé. Moi, j'espère que l'intervention que j'ai faite au nom de Luc Carbonaz vous dit que tiens, il peut se passer quelque chose. Il y a un candidat qui est un candidat du réel, qui est un socialiste du réel, qui est un militant de terrain, qui est un ancien élu de terrain. Ce candidat n'est pas venu vous reparler énièmement de la social-démocratie. Il est venu dire, attention, si nous ne voulons pas mourir, ce congrès doit être le moment où nous allons reparler aux Français. C'est le moment où nous allons reparler aux Français de choses qui touchent à leur quotidien. Des enseignants, des fonctionnaires, des cheminots, de l'urgence climatique, de la nucléarisation, de la libéralisation, mais avec des réponses concrètes. Moi, je suis venu ce soir porter la parole de Luc. C'était pas facile. Quand je suis arrivé dans la salle, un camarade m'a dit « Bon, tu verras, ce soir, il y en a tant pour Morel, il y en a tant pour Faure, il y en a tant pour Le Foll, et puis il y a Carbonaz. » Mais moi, je suis sûr que ce soir, l'échange qu'on a eu va vous permettre de vous dire « Tiens, il y a un garçon qui s'est toujours engagé. Sa carte d'identité, c'est qu'il est socialiste. Il a soutenu Manuel Valls parce qu'il était député maire d'Evry, il a vu un mec de terrain et un militant de terrain. Puis quand Manuel Valls a perdu, il a soutenu Benoît Hamon parce qu'il a estimé que c'était le candidat de notre famille. Peu importe ce qu'on pense du processus des primaires, c'était le candidat de notre famille, il s'est engagé. Parce que c'est un homme d'engagement. Son sujet, c'est pas l'identité, c'est pas ça, c'est l'engagement. Son engagement, il l'a porté avec le point et la rose. Il l'a porté avec un slogan, la gauche de combat. Demain, il sera premier secrétaire d'un parti socialiste qui se remettra au travail, qui sera prêt au combat. Je vous remercie. Pas besoin de mots de conclusion supplémentaires. Merci à tous d'être venus nombreux et nombreuses pour la qualité de l'échange et l'écoute. Et puis bonne soirée et surtout venez voter.